Je suis aujourd'hui l'homme le plus malheureux qui soit. Si la souffrance que je ressens était partagée entre tous les êtres humains, plus aucun visage ne connaîtrait la joie sur terre. Continuer ainsi m'est impossible, il me faut soit mourir, soit devenir meilleur. Je vous coupe tout de suite, ces mots n'ont pas été prononcés par un criminel ou un condamné à mort ou encore un dépressif chronique. Non, ils ont été prononcés par, tenez-vous bien, le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Alors, pour comprendre comment il est tombé si bas, rembobinons. Abraham Lincoln naît le 12 février 1809 aux États-Unis dans l'État du Kentucky. Son père est charpentier et sa mère couturière. Les Lincoln ne sont clairement pas les plus riches de la région, mais ils vivent convenablement. La petite famille habite une maison en rondin de bois très charmante, entourée de terres qu'ils exploitent. C'est d'ailleurs sur celle-ci que le jeune Abraham se retrouve très vite à piocher, nourrir le bétail, planter des graines, bref, à aider ses parents. Et autant d'activités physiques à 7 ans, eh bien ça forge. Cela fait naître en lui un goût de l'effort qui lui sera très utile par la suite, on en reparlera. En plus de le faire devenir plus fort. Et de la force, croyez-moi, il va en avoir besoin. Nous sommes en octobre 1818, Abraham a 9 ans et sa mère décède brutalement. Il est encore très jeune, trop jeune pour affronter ce genre de choses, mais il est malheureusement suffisamment vieux pour comprendre qu'il a perdu un être cher. Et le pire dans tout ça, c'est que sa mort aurait clairement pu être évitée. Quelques jours auparavant, elle avait ingéré du lait contaminé. Si seulement elle n'avait pas touché à cette foutue bouteille. Sans grande surprise, Abraham souffre énormément de cette perte, de ce manque, et comme souvent quand ça va mal, il cherche un exutoire. C'est de cette façon qu'il découvre la lecture. Mais quand je dis qu'il lit, c'est qu'il lit vraiment beaucoup, et se plonger intensément dans des livres, ça possède au moins un avantage quand on vient d'une famille d'illettrés, celui d'instruire. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui sera indispensable pour la suite, vous comprendrez pourquoi. Hop, 10 secondes. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on repartage, on commente, c'est hyper important, d'abord pour référencement, oui, mais aussi pour me montrer que vous aimez bien ce genre de vidéo et pour me pousser à continuer. Donc on le fait, s'il vous plaît, et je vous souhaite une bonne lecture. En 1831, parce qu'il faut bien voler de ses propres ailes, il quitte la ferme familiale. Son père s'est entre-temps remarié. Lui non plus n'est pas seul, il est accompagné de son cousin, John Hanks, pour cette toute nouvelle aventure. Il ne part pas non plus sans objectif, les deux jeunes adultes travailleront pour un dénommé Denton Offutt. L'homme d'affaires souhaite ouvrir un commerce à New Salem, dans l'Illinois. L'idée est bonne. La réalisation, un peu moins. Au printemps 1832, cela fait à peine 1 an qu'il est employé dans la structure et son gérant a déjà fait très fort. Son établissement est criblé de dettes. Moins d'1 an d'activité et la boutique ferme. Notre cher Abraham se retrouve donc sur le carreau, pas terrible pour une première expérience professionnelle. Surtout que le Denton Offutt, lui, il a ce qu'il faut pour amortir les pertes. Pas Lincoln, sans revenu, il sombre carrément dans la misère. Tout ça parce qu'il a fait confiance au mauvais homme. Bon, nuançons un peu, c'était moins un mauvais bourg qu'un piètre homme d'affaires, mais il a, quoi qu'il arrive, entraîné notre pauvre Abraham Lincoln qui n'avait rien demandé dans sa chute, et ça l'a foutu dans un sacré pétrin. Mais au moins, pour citer une fable bien connue, on ne l'y prendra plus. Quoique. Seulement 1 an plus tard, avec un ami, William Berry, il ouvre un commerce. Il ne paye pas de mine, mais fait l'affaire. D'ailleurs, Abraham en est le co-gérant, et cela le rend très heureux. Et oui, il est enfin émancipé du giron patronal. Mais il a sous-estimé un autre paramètre. C'est vrai qu'il ne dépend plus d'un patron, mais il doit désormais plaire à une clientèle, et ça, c'est moins simple qu'il n'y paraît. D'ailleurs, les deux hommes s'y cassent les dents, leur affaire ne décolle pas. En fait, elle est dans l'ombre d'un plus grand magasin, plus ambitieux, plus neuf et mieux organisé. Bref, ils ne font pas le poids et la situation va s'empirer. William Berry, déjà fragile, ne supporte pas l'échec de ce nouveau projet. Pour noyer son chagrin, il prend une très mauvaise décision, celle de boire de l'alcool. Mais vraiment, beaucoup d'alcool. Irritable et souvent saoul, les échanges avec Abraham deviennent difficiles. Le co-gérant est sur une pente très glissante jusqu'à ce jour de 1835 où elle l'emmène tout droit direction les abysses. 2 ans se sont écoulés depuis l'ouverture du magasin. Ce soir-là, William Berry boit son verre de trop. Il ne s'en relèvera jamais. Pour Abraham, c'est pas facile. C'est un strike, mais pas un bon strike. Il a perdu un ami
et un associé, et malheureusement il a beau pleurer, ça ne remboursera pas les dettes que lui a gentiment léguées son ami William Berry. $1000, une somme astronomique pour un jeune homme pauvre comme lui, il mettra une dizaine d'années à s'en acquitter. Lincoln traverse donc une période très sombre de sa vie, et dans un moment difficile comme celui-ci, il ne dirait pas non à un peu de soutien. Heureusement, pour ça, il a sa fiancée Anne, rencontrée 4 ans plus tôt dans une taverne à son arrivée à New Salem. Mais voilà, quelques mois plus tard, elle tombe gravement malade et en quelques jours, la typhoïde l'emporte. Sa mère, son ami, sa fiancée, ça commence à faire beaucoup. C'est tout simplement trop pour le futur président des États-Unis. Abraham reste cloîtré chez lui et sombre dans la dépression. Les quelques déplacements qu'il fait encore, c'est seulement pour rejoindre sa cuisine et grignoter de quoi rester en vie. En 1841, alors qu'il est au plus bas, il écrit une lettre à son ami John T. Stuart. Je suis aujourd'hui l'homme le plus malheureux qui soit. Si la souffrance que je ressens était partagée entre tous les êtres humains, plus aucun visage ne connaîtrait la joie sur terre. Continuer ainsi m'est impossible, il me faut soit mourir, soit devenir meilleur. Rendez-vous compte, sa dépression est si sévère que ses amis vont chez lui pour enlever tous les rasoirs, tous les ciseaux, pour éviter juste qu'il se suicide. Après des mois et des mois alités, Abraham dresse un constat lucide. Soit il décide de continuer comme ça, ce qui signifie sa mort à petit feu, soit il se reprend enfin en main et essaye de reconstruire sa vie. Il choisit la seconde option. Et pour remonter la pente, une seule solution, s'occuper l'esprit. Comme ce fut par exemple le cas avec la lecture il y a 25 ans après le décès de sa mère. Cette fois, ce sera la politique. Et c'est loin d'être bête quand on y réfléchit. Elle porte tellement de problèmes qu'on finit par en oublier les autres. Bon, plus sérieusement, une fois encore, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais pour bien comprendre, revenons plusieurs années en arrière, car oui, je vous ai un peu menti, il est entré dans l'arène de la politique bien avant tout ça. Retour en 1832. Cette année-là, l'ambitieux Lincoln souhaite intégrer le milieu très prisé de la politique. Et vous auriez tort de le sous-estimer. C'est vrai qu'il n'a pas fait d'études, mais la lecture lui a permis d'être assez cultivé. En tout cas, suffisamment pour prétendre cette même année à la législature de l'Illinois. Pause. Pour résumer grossièrement, à l'époque, les législateurs peuvent être comparés à nos députés français. L'État de l'Illinois équivaut à la France, et chaque comté élit un représentant. Ce dernier siège à l'échelle du pays et vote des lois applicables à l'État par lequel il a été élu. Et élu, justement, il ne l'est pas. Face à 13 autres candidats, Abraham termine dans le bas de tableau, il manque le coche, et après l'échec de son premier business, il manque cette fois son entrée en politique. Mais alors qu'il pourrait s'apitoyer sur son sort, il préfère en tirer une leçon. S'il est plutôt bon orateur, il n'est en revanche pas suffisamment cultivé. Et la culture générale, spoiler, ça se travaille. Et bonne nouvelle, travailler, il adore ça. Il a depuis tout petit ce goût de l'effort transmis par ses parents dans la ferme familiale. Alors, ni une ni deux, il se met au boulot. En même temps qu'il tient sa boutique très précaire, on en a déjà parlé, il apprend absolument tout ce qui pourrait alimenter sa culture générale. Et ça marche. Seulement 2 années plus tard, en 1834, il est élu législateur de l'Illinois. En 1836, alors qu'il a aussi appris le droit en autodidacte, seul le soir à la lueur de sa bougie, il est admis au barreau et devient ainsi avocat. De réussite professionnelle, il ne lui en fallait pas plus pour qu'il prenne la grosse tête. En même temps, comprenez-le, tout ça, il n'est pas vraiment habitué, des échecs, il en a eu beaucoup plus que des réussites. En 1838, gonflé à bloc, il se porte candidat au poste de président de la Chambre des représentants de l'Illinois. La marche est un peu plus haute, même trop haute en fait. Il se vautre complètement, ça lui apprendra à avoir de l'ambition. Mais si vous croyez qu'il va s'arrêter en si bon chemin, vous vous mettez le doigt dans l'œil. En 1843, à peine remis de sa longue dépression, il jette son dévolu sur la Chambre des représentants des États-Unis. Pour cela, il compte sur l'investiture du Parti Whig, c'est l'un des principaux partis américains de l'époque. Et ça ne pouvait pas plus mal se passer. Le parti préfère investir un tout autre candidat, Edward D. Baker. Sans soutien, soyons honnêtes, il n'a aucun espoir de se faire élire. Il décide donc de se retirer pour s'éviter une humiliation. Il recule,
pour mieux sauter. Sa détermination paie. En 1846, il parvient finalement à se faire élire au Congrès américain. Ce n'est que 8 ans plus tard, en 1854, qu'il subira un nouvel échec. Il visait cette fois le Sénat et est copieusement battu. Mais vous commencez à le connaître, il persiste et signe et retente sa chance en 1858, au Sénat toujours, et l'échec encore. À ce moment-là, si on jette un coup d'œil en arrière et qu'on regarde tout ce qu'il a entrepris depuis le départ, ses quelques réussites, mais aussi et surtout tous ses échecs, il est assez difficile de s'imaginer qu'il sera élu seulement 2 années plus tard président des USA. Et pourtant, ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner, mais moi, ça ne me surprend absolument pas. Pourquoi ? Je m'explique. Nous l'avons vu, ce n'est pas une honte de le dire, la vie d'Abraham Lincoln a été jalonnée d'échecs. Et spontanément, on pourrait penser qu'il est simplement mauvais, en tout cas pas très doué. Mais c'est en fait assez inexact. D'abord car il y a ce qu'il ne maîtrise pas. Les décès de sa mère, de son ami et de sa compagne, il ne pouvait pas y faire grand-chose, donc cela ne peut lui être reproché. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire tous ses échecs professionnels, que ce soit en affaires, en politique, en amitié. S'il s'est trompé un nombre incalculable de fois, c'est tout simplement parce qu'il a essayé un nombre incalculable de fois. Et à chaque échec, il se rapprochait un peu plus de la vérité, du juste, il perd, il échoue, il s'ajuste, il recommence, jusqu'à ce qu'il réussisse. Et j'irai même plus loin en affirmant que certains de ces échecs ont été indispensables pour sa réussite future. Pour que vous me compreniez, je vais prendre un exemple très concret. Travailler dans le commerce de Denton-au-Fut en 1832, même si celui-ci a fait faillite, ça lui a au moins permis de se faire connaître de la population locale. Un avantage non négligeable qui lui a sans doute été bien utile pour se faire élire à la législature de l'Illinois. Après attention, c'est mon interprétation des choses, c'est par définition subjectif. Si vous avez un avis différent, mettez-le en commentaire, je serais curieux de voir et surtout argumenter, c'est très important. Allez, comme à chaque fin de mes vidéos sur l'échec, je vais vous faire deviner la prochaine. Alors celle-ci, elle peut devenir assez évidente si je vous donne quelques indices, donc j'en donne un seul, c'est celui-ci, c'est une citation, je vous ai compris. Voilà. Vous aurez que ça, je vous laisse me dire en commentaire si vous savez de qui je parle, et je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine vidéo.